Une histoire populaire des États-Unis, chapitre 14, traduit de l'anglais par Frédéric Coton. La guerre est la santé de l'État. La guerre est la santé de l'État, déclarait l'écrivain radical Randolph Bourne pendant la Première Guerre mondiale. En effet, alors que les nations européennes entraient en guerre en 1914, les gouvernements pouvaient se féliciter. Le patriotisme prospérait, la lutte des classes s'apaisait, et un nombre effrayant de jeunes hommes mouraient sur les champs de bataille, souvent pour quelques centaines de mètres à peine entre deux tranchées. Aux États-Unis, qui restaient pour l'instant en dehors de cette guerre, on s'inquiétait en revanche beaucoup de la santé de l'État. Le socialisme était en pleine expansion. L'IWW semblait être sur tous les fronts. La lutte des classes était intense. À l'été 1916, à San Francisco, une bombe explosa pendant un défilé militaire, tuant 9 personnes. 2 radicaux de la ville, Tom Mooney et Warren Billings, furent arrêtés et passèrent 20 années de leur vie en prison. Peu après, le sénateur de New York, James Wadsworth, proposa d'imposer une préparation militaire à tous les Américains, pour prévenir le risque que notre peuple ne soit divisé en classes, disait-il. Au contraire, ajoutait-il, nous devrions faire savoir à notre jeunesse qu'elle a assurément un devoir envers ce pays. L'accomplissement ultime de ce devoir avait lieu au même moment en Europe. 10 millions d'hommes allaient mourir sur les champs de bataille et 20 autres millions allaient les suivre, victimes de la faim et des maladies consécutives à la guerre. Personne, depuis, n'a jamais pu prouver que ce conflit eût fait faire à l'humanité le moindre progrès, justifiant la mort d'un seul être humain. Les socialistes qui qualifiaient cette guerre de guerre impérialiste passent aujourd'hui pour des modérés, et leur jugement est difficilement contestable. Les pays capitalistes d'Europe se déchiraient pour des questions de frontières, de colonies, de sphères d'influence et se disputaient l'Alsace-Lorraine, les Balkans, l'Afrique et le Moyen-Orient. La guerre éclata en pleine euphorie progressiste et moderniste, en particulier chez les élites fortunées d'Occident. Le lendemain de la déclaration de guerre par l'Angleterre, Henry James écrivait à un ami que le plongeon de la civilisation dans cet abîme de sang et de ténèbres balayait d'un coup la longue période durant laquelle nous nous étions imaginé que le monde allait s'améliorant. Pendant la première bataille de la Marne, Anglais et Français réussirent à bloquer la progression allemande sur Paris. Dans chaque camp, on compta environ 500 000 morts et blessés. La tuerie débuta très rapidement et sur une grande échelle. En août 1914, pour s'engager dans l'armée britannique, il fallait mesurer au moins 1,72 m. En octobre, il suffisait de faire 1,65 m. Le même mois, les pertes s'élevant à 30 000 hommes, on abaissa la taille minimum à 1,60 m. Au terme des 3 premiers mois de guerre, la quasi-totalité des troupes anglaises, initialement engagées sur le terrain, avait été anéantie. Durant 3 ans, les lignes de front sur le sol français restèrent presque inchangées. Tour à tour, chaque camp progressait, puis reculait, avant d'avancer à nouveau, de quelques mètres ou de quelques kilomètres, tandis que les cadavres s'amoncelaient. En 1916, les Allemands tentèrent de percer le front à Verdun. Les Britanniques et les Français contre-attaquèrent le long de la Seine. Les quelques kilomètres de leur progression coûtèrent la vie à 600 000 hommes. Un jour, les 800 hommes du 9e bataillon royal d'infanterie légère du Yorkshire se lancèrent dans une offensive. Le lendemain, il ne restait plus que 84 hommes valides. En Angleterre même, la population n'était pas informée sur l'ampleur du massacre. Un écrivain anglais rappelait que la plus sanglante défaite de toute l'histoire anglaise pouvait avoir eu lieu, et les journaux sortaient insipides, bavards et pittoresques, sans que rien n'indique que la journée n'ait pas été vraiment bonne. Une victoire en quelque sorte. Il en allait de même en Allemagne, comme Erich Maria Remarque l'écrit dans son magnifique roman. Alors que les hommes mouraient par milliers, victimes des mitrailleuses et des obus, les dépêches officielles annonçaient « À l'ouest, rien de nouveau ». En juillet 1916, le général anglais Douglas Haig ordonna que 11 divisions de soldats britanniques sortent de leurs tranchées pour monter à l'assaut des lignes allemandes. Les 6 divisions allemandes ouvrirent immédiatement le feu. Sur les 110 000 hommes qui attaquèrent ce jour-là, 20 000 furent tués et 40 000 autres blessés. Tous ces corps jonchaient le No Man's Land, ce territoire fantomatique qui s'étendait entre deux tranchées. Le 1er janvier 1917, Haig fut promu maréchal. Les événements de cet été-là sont évoqués de manière laconique dans l'ouvrage de William Langer, An Encyclopedia of World History. Malgré l'opposition de Lloyd George et le scepticisme de certains de ses subordonnés, Haig lança avec enthousiasme l'offensive principale. La 3e bataille d'Ypres fut une série de 8 attaques massives menées sous une pluie battante sur un terrain gorgé d'eau et de boue. La percée n'eut pas lieu, et l'on n'y gagna que 8 kilomètres de terrain, ce qui rendit la position d'Ypres plus difficile que jamais, et coûta la vie à 400 000 Anglais. Les populations françaises et anglaises ignoraient l'ampleur des pertes humaines.
comme le rapporte Paul Fussell dans son Great War on Modern Memory, lorsque, au cours de la dernière année de guerre, les Allemands lancèrent une terrible offensive sur la Somme, faisant quelques 300 000 morts et blessés parmi les soldats anglais, les journaux londoniens publièrent le conseil suivant. Que puis-je faire ? Comment les civils peuvent-ils aborder leur aide dans cette période de crise ? Soyez gais, encouragez vos amis sur le front. Ne répétez pas les ragots imbéciles. N'écoutez pas les folles rumeurs. N'imaginez pas que vous en savez plus que Haig. C'est dans cette atmosphère de mort et de mensonges que les États-Unis firent leur entrée en guerre en 1917. Des mutineries commençaient à éclater dans l'armée française. Comme une traînée de poudre, la révolte toucha 68 des 112 divisions françaises. 629 soldats furent jugés et condamnés et 50 d'entre eux furent exécutés. On attendait avec impatience les troupes américaines. Le président Woodrow Wilson avait promis que les États-Unis resteraient neutres. Il dira « Il est des nations trop fières pour se battre ». Mais en avril 1917, les Allemands annoncèrent que leurs sous-marins couleraient tous les transports de munitions destinés à leurs adversaires. Ils avaient du reste déjà coulé un certain nombre de navires marchands. Wilson déclarait alors qu'il défendrait le droit des Américains à voyager sur des navires marchands dans la zone des hostilités. Il dit « Je ne consentirai jamais à ce que l'on limite en aucune façon les droits des citoyens américains. » Selon Richard Hofstadter, dans American Political Tradition, il s'agissait là d'une bien piètre tentative de justification. En effet, les Anglais avaient également attenté au droit des Américains à se déplacer sur les mers sans que Wilson n'eût suggéré pour autant que l'on entrât en guerre avec eux. Hofstadter prétend que Wilson était contraint de trouver des raisons juridiques à des politiques qui ne se fondaient pas sur la loi, mais sur des questions d'équilibre des pouvoirs et de nécessités économiques. Il était d'ailleurs irréaliste d'imaginer que les Allemands pouvaient traiter les États-Unis en pays neutre alors que les navires américains transportaient des tonnes de matériel de guerre destiné à leurs adversaires. Au début de 1915, le paquebot anglais Lusitania fut coulé par un sous-marin allemand. Il sombra en 18 minutes. 1198 personnes périrent noyées, dont 124 Américains. Les États-Unis prétendirent que le paquebot ne transportait qu'un chargement inoffensif et que le comportement du sous-marin allemand était en conséquence un crime monstrueux. En fait, le Lusitania transportait bel et bien 1248 caisses d'obus et 4927 boîtes de 1000 cartouches chacune, ainsi que 2000 caisses de munitions pour des armes de poing. Son manifeste fut falsifié ultérieurement pour dissimuler cette réalité, et les gouvernements anglais et américains mentirent à propos de sa cargaison. Hofstadter évoque des nécessités économiques à l'origine de la politique de Wilson. En 1914, une grave récession avait frappé les États-Unis. J.P. Morgan affirma plus tard que la guerre avait débuté pendant une période difficile. Selon lui, le pays connaissait une crise des affaires, les prix agricoles étaient en pleine déflation, le chômage était important, les industries lourdes produisaient bien en dessous de leur capacité et les banques étaient également en mauvaise santé. À partir de 1915, cependant, les commandes de matériel de guerre émanant des Alliés, et en particulier de l'Angleterre, stimulèrent l'économie. En avril 1917, plus de 2 milliards de dollars de marchandises avaient été vendus aux Alliés. Pour Hofstadter toujours, l'Amérique était désormais liée aux Alliés par la combinaison fatale de la guerre et de la prospérité. Une prospérité qui dépendait en grande partie, aux yeux des principaux dirigeants du pays, des marchés étrangers. En 1897, les investissements privés américains à l'étranger s'élevaient à 700 millions de dollars. En 1914, ils étaient passés à 3,5 milliards de dollars. Le secrétaire d'État de Wilson, William Jennings Bryan, partisan de la neutralité américaine dans la guerre, pensait néanmoins que les États-Unis avaient besoin des marchés extérieurs. En mai 1914, il félicita le président pour avoir ouvert les portes des pays les plus faibles aux entreprises et au capital américain. Quelques années plus tôt, en 1907, Woodrow Wilson avait déclaré, lors d'une conférence donnée à la Columbia University, les concessions obtenues par les financiers devaient être protégées par les représentants de l'État, même si la souveraineté des nations réticentes devait être malmenée à cette occasion. Les portes des nations qui nous sont fermées doivent être enfoncées. Lors de sa campagne présidentielle de 1912, il avait également déclaré « Notre marché intérieur ne suffit plus, il nous faut les marchés extérieurs ». Dans une note adressée à Bryan, il décrivait son projet comme « une porte ouverte sur le monde ». En 1914, il déclara encore qu'il soutenait la juste conquête des marchés étrangers. Avec la Première Guerre mondiale, l'Angleterre devint de plus en plus un marché pour les produits américains et pour les prêts financiers à intérêt. La J.P. Morgan & Co. agissait en tant qu'agent pour les Alliés. Quand, en 1915, Wilson leva l'interdit sur les prêts bancaires destinés aux Alliés,
Morgan se vit à prêter de telles sommes d'argent qu'il fit d'immenses profits personnels tout en intéressant étroitement la finance américaine à une victoire anglaise contre l'Allemagne. Les industriels et les dirigeants politiques parlaient de prospérité comme si elle concernait toutes les classes de la société. Certes, la guerre signifiait plus de productivité et plus de travail. Mais au bout du compte, les employés des aciéries gagnèrent-ils autant que la US Steel, qui réalisa quelques 348 millions de dollars de profit pour la seule année de 1916 ? Lorsque les États-Unis entrèrent en guerre, les riches jouèrent un rôle accru dans la gestion de l'économie nationale. Le financier Bernard Baruch obtint la présidence du Conseil de l'industrie de guerre, le plus important département de l'administration en temps de guerre. Les banquiers, les propriétaires de chemins de fer et les industriels dominaient tous ces départements de l'administration. En mai 1915, l'Atlantic Monthly fit paraître un article remarquable d'intelligence sur la véritable nature de la Première Guerre mondiale. Rédigé par Webb Dubois, l'article s'intitulait « Les origines africaines de la guerre ». Selon Dubois, il s'agissait d'une guerre pour la domination du monde, et les combats que se livraient les Anglais et les Allemands en Afrique en étaient à la fois le signe et la réalité. Ouvrez les guillemets. Au sens le plus strict, l'Afrique est la cause première de ce terrible retournement de civilisation qui nous a été donné de vivre. L'Afrique, selon Dubois, était la terre du XXe siècle, en raison de l'or et des diamants de l'Afrique du Sud, du cacao de l'Angola et du Nigeria, du caoutchouc et de l'ivoire du Congo et de l'huile de palme de la côte ouest. Mais la vision de Dubois allait bien plus loin. Plusieurs années avant la parution de l'impérialisme de Lénine, qui signalait la nouvelle possibilité pour les classes laborieuses des États impérialistes de toucher une part de butin, Dubois insistait sur le paradoxe d'une démocratie plus étendue, en Amérique, contemporaine de l'instauration d'un élitisme et d'une haine accrue envers les races les plus noires. Il expliquait ce paradoxe par le fait que le travailleur blanc avait été invité à partager les bénéfices de l'exploitation des Shintok et des Négros, pour reprendre les termes de l'époque. Oui, l'anglais, le français, l'allemand ou l'américain moyen avaient un niveau de vie plus élevé qu'auparavant. Mais d'où provenait cette nouvelle richesse ? Essentiellement des nations les plus noires du globe. L'Asie, l'Afrique, les Amériques centrales et du Sud, les Antilles et les îles des mers du Sud. Dubois constatait l'ingéniosité avec laquelle le capitalisme unissait exploiteurs et exploités, créant de ce fait un sas de sécurité contre les dangereux conflits de classe. Désormais, ce n'est plus seulement le prince marchand, le monopole aristocratique, ou même la classe dirigeante qui exploite le globe, c'est la nation tout entière, une nouvelle nation démocratique fondée sur l'union du capital et du travail. La situation aux États-Unis illustrait parfaitement les propos de Dubois. Le capitalisme américain avait besoin de cette rivalité internationale et de ces guerres périodiques pour créer une communauté artificielle d'intérêts entre riches et pauvres, propre à supplanter la communauté originelle d'intérêts entre pauvres qui engendrait des mouvements sporadiques de révolte. Il est difficile de dire à quel point les dirigeants politiques et les entrepreneurs étaient conscients de ce phénomène, mais leurs actes, même à moitié conscients, comme autant de réflexes instinctifs de défense, correspondaient parfaitement à ce schéma. En 1917, ce processus exigeait la création d'un consensus national autour de la guerre. Si l'on en croit les historiens classiques, le gouvernement parvint rapidement à forger ce consensus. Le biographe de Woodrow Wilson, Arthur Link, écrivait qu'en dernière analyse, la politique américaine était déterminée par le président et l'opinion publique. En fait, il était impossible de sonder l'opinion publique à cette époque, et il n'existe aucune preuve concluante que l'opinion eût désiré la guerre. Le gouvernement dut fournir un sérieux effort pour créer ce consensus. La rigueur des mesures mises en place tendrait même à prouver qu'il n'existait pas de désir spontané de combattre. Incorporation des jeunes, formidable campagne de propagande orchestrée à travers tout le pays, sévères sanctions prises à l'encontre de ceux qui refusaient de rentrer dans le rang. En dépit des beaux discours de Wilson, à propos de cette guerre, pour que cessent toutes les guerres, disait-il, et pour sauver la démocratie dans le monde, les Américains ne se bousculèrent pas dans les bureaux d'enrôlement. Il fallait 1 million de soldats. Après les 6 premières semaines de guerre, 73 000 hommes seulement s'étaient portés volontaires. Le Congrès vota alors à une écrasante majorité en faveur de la conscription. George Creel, un journaliste chevronné, devint le propagandiste officiel de la guerre. Il mit sur pied un comité d'information publique destiné à persuader les Américains que la guerre était une cause juste. Le comité finança 75 000 orateurs qui firent 750 000 discours dans 5 000 villes et villages des États-Unis. Il s'agissait d'une énorme débauche d'énergie en vue de susciter une certaine exaltation chez une opinion publique réticente. Selon un membre de la National Civic Federation, au début de 1917, ni les travailleurs ni les agriculteurs ne prenaient part ou ne s'intéressaient aux efforts fournis
par les ligues de défense et de sécurité ou tout autre mouvement d'alerte nationale. Le lendemain du vote de la guerre par le Congrès, le Parti socialiste réunit en urgence une convention à Saint-Louis et qualifia la déclaration de guerre de crime contre le peuple des États-Unis. À l'été 1917, des rassemblements pacifistes organisés par les socialistes du Minnesota attirèrent des foules importantes. 5 000, 10 000 et même 20 000 fermiers qui protestaient contre la guerre, la conscription et l'enrichissement abusif. Un journal local du Wisconsin, la Review de Plymouth, affirmait que probablement aucun parti ne profitait autant de la situation que le Parti socialiste. Le journal ajoutait que des milliers de personnes s'étaient rassemblées pour écouter des orateurs socialistes dans des endroits où d'ordinaire des rassemblements de quelques centaines de personnes étaient considérés comme importants. Le Beacon Journal d'Akron, un périodique conservateur de l'Ohio, reconnaissait que peu d'observateurs politiques seraient en mesure de nier que si une élection avait lieu prochainement, un raz-de-marée socialiste submergerait sans doute le Middle West. Le journal ajoutait que le pays ne s'était jamais embarqué dans une guerre plus impopulaire. Aux élections municipales de 1917, malgré l'intensité de la propagande patriotique, le Parti socialiste obtint de remarquables scores. Son candidat à la mairie de New York, Maurice Hillkit, réunit sur son nom 22% des voix, 5 fois plus que le vote socialiste habituel dans cette ville. 10 socialistes furent élus à la législature de l'État de New York. À Chicago, les voix du Parti socialiste passèrent de 3,6% en 1915 à 34,7% en 1917, et à Buffalo, de 2,6 à 30,2%. George Quill et le gouvernement étaient à l'origine de la création de l'American Alliance for Labor and Democracy, présidée par Samuel Gompers. Son objectif était d'unifier le sentiment national en faveur de la guerre. Cette organisation possédait des ramifications dans 164 villes. De nombreux représentants syndicaux travaillaient pour elle. Cependant, l'Alliance n'obtint, selon James Weinstein, que très peu de résultats. L'enthousiasme guerrier de la masse des travailleurs resta singulièrement faible. Et si d'éminentes personnalités socialistes se déclarèrent en faveur de la guerre après l'entrée des États-Unis dans les hostilités, comme Jack London, Upton Sinclair ou Clarence Darrow, la plupart des socialistes continuèrent de s'y opposer. En juin 1917, le Congrès vota la loi sur l'espionnage, ratifiée ensuite par Wilson. Son intitulé pouvait laisser penser qu'il s'agissait d'une loi contre l'acte même d'espionnage. Mais elle présentait également une clause qui prévoyait une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement contre toute personne qui, en temps de guerre, inciterait volontairement ou tenterait d'inciter à l'insubordination, la trahison, la mutinerie ou le refus de servir dans les forces armées et navales des États-Unis, ou qui ferait volontairement obstruction au service d'enrôlement et de recrutement américain. À moins de posséder une théorie personnelle sur la nature des gouvernements, on ne pouvait deviner quel usage il serait fait de cette loi sur l'espionnage. Une autre clause précisait que rien de tout cela ne devait être interprété de manière à limiter ou restreindre les discussions, les commentaires ou les critiques touchant l'activité politique du gouvernement. Ce double langage dissimulait en réalité un objectif unique. La loi sur l'espionnage permit de jeter en prison les Américains qui prenaient position, oralement ou par écrit, contre la guerre. 2 mois après le vote de cette loi, le socialiste Charles Schenck était arrêté à Philadelphie pour avoir imprimé et distribué 15 000 tracts qui dénonçaient la loi sur la conscription et la guerre. Ce tract affirmait que la loi violait le 13e amendement contre la servitude involontaire. La conscription, disait ce tract, était un acte monstrueux contre l'humanité perpétré dans l'intérêt des financiers de Wall Street. Schenck ajouta ne cédait pas à l'intimidation. Il fut inculpé, jugé et condamné à 6 mois d'emprisonnement pour infraction à la loi sur l'espionnage. Il apparaîtra que cette peine fut l'une des plus légères appliquées dans ce genre de cas. Schenck fit appel du jugement, arguant le fait que cette loi, en brimant la liberté d'expression, violait le premier amendement. Ouvrez les guillemets, le Congrès ne fera aucune loi qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse. La décision de la Cour suprême, rédigée par le plus libéral de ses membres, Oliver Wendell Holmes, fut unanime. Résumant le contenu du tract, il déclarait qu'il était indubitablement destiné à faire obstruction à la loi sur la conscription. Le premier amendement protégeait-il Schenck ? À ce sujet, Holmes affirmait « L'application la plus rigoureuse de la liberté de parole ne protégeait pourtant pas un homme qui crierait faussement au feu dans un théâtre et y causerait la panique. Le principal dans toute situation est de savoir si les termes utilisés le sont dans des circonstances telles et sont de telle nature qu'ils créent une menace claire et effective susceptible de provoquer des désastres substantiels que le Congrès a le devoir de prévenir. » L'analogie dont use Holmes est à la fois intelligente et séduisante. Rares sont ceux qui jugeraient que le principe de la liberté d'expression
devrait être appliqué à un individu criant au feu dans un théâtre pour y provoquer la panique. Mais cet exemple peut-il s'appliquer aux critiques émises contre la guerre? Zechariah Shafi, professeur à l'école de droit de Harvard, écrivit plus tard dans son Free Speech in the United States que l'analogie la plus pertinente serait celle d'un individu qui, à l'entracte, monterait sur scène pour informer qu'en cas d'incendie, les sorties de secours seraient en nombre insuffisant. Si on veut poursuivre le jeu de l'analogie, Schenck agissait plutôt comme un individu qui préviendrait honnêtement les spectateurs sur le point d'acheter leur place et d'entrer dans le théâtre que la salle de spectacle est en train de brûler. Peut-être la liberté de parole pouvait-elle être rejetée par toute personne un peu sensée lorsque son usage faisait peser une menace claire et effective sur la vie et la liberté. Après tout, la liberté d'expression entre en compétition avec d'autres droits essentiels. Mais la guerre elle-même ne menace-t-elle pas clairement et effectivement la vie, et même bien plus clairement, effectivement et dangereusement, tous les discours critiques à son encontre? Les citoyens n'étaient-ils pas en droit de douter du bien fondé de cette guerre et de remettre en cause ces politiques dangereuses? Soit dit en passant, cette loi sur l'espionnage fait toujours partie de notre code législatif, bien que supposée s'appliquer essentiellement en temps de guerre. Elle a été, en réalité, constamment disponible à partir des années 1950, puisque les États-Unis sont officiellement en état d'urgence entre guillemets depuis la guerre de Corée. En 1963, l'administration Kennedy tenta vainement de faire passer un décret pour appliquer la loi sur l'espionnage aux déclarations faites par des Américains sur un sol étranger. Ce décret visait avant tout, selon un courrier adressé par le secrétaire d'État Rusk à Lodge, ambassadeur au Vietnam, les journalistes américains en poste au Vietnam, qui, en publiant des articles critiques sur Diem et son gouvernement, étaient censés nuire à l'effort de guerre, disait-on. Le cas d'Eugène Debs fut bientôt présenté devant la Cour suprême. En juin 1918, après avoir rendu visite à 3 socialistes emprisonnés pour s'être opposés à la conscription, Debs avait harangué le public 2 heures durant devant les murs de la prison. Debs était l'un des orateurs les plus talentueux du pays, et son discours fut de nombreuses fois interrompu par les applaudissements et les rires. Il évoqua ses camarades emprisonnés, et rejeta les accusations de germanophilie portées contre les socialistes. Je hais, j'abhorre et je méprise Junkers et son royaume. Je n'ai que faire des Junkers allemands, pas plus que des Junkers américains. Tonnerre d'applaudissements et cris d'encouragement. Ils nous disent que nous vivons dans une grande république libre, que nos institutions sont démocratiques, que nous formons un peuple libre qui se gouverne lui-même. Cette bonne blague. Toutes les guerres de l'histoire n'ont été que des guerres de conquête et de pillage. C'est ça, la guerre. La classe des maîtres déclare les guerres, et ce sont leurs sujets qui se battent. Debs tomba sous le coup de la loi sur l'espionnage. Il y avait des jeunes en âge de s'enrôler dans l'assistance, et ses propos pouvaient faire obstruction au recrutement et à l'enrôlement dans les forces armées. Mais son discours disait bien d'autres choses. Comme, oui, bientôt, nous nous saisirons du pouvoir dans ce pays et partout dans le monde, nous détruirons toutes les institutions esclavagistes et dégradantes du capitalisme pour en fonder de nouvelles, à la fois libératrices et humaines. Le monde change tous les jours, sous nos yeux, c'est le crépuscule du capitalisme, c'est l'aube du socialisme. Le jour venu, l'heure sonnera, et notre grande cause triomphante proclamera l'émancipation de la classe ouvrière et la fraternité entre les hommes. Applaudissements prolongés. Lors du procès, Debs refusa de se défendre et de présenter des témoins à décharge. Il ne renia rien de ce qu'il avait dit et prit la parole avant que le jury ne se retirât pour délibérer. Je suis accusé de m'opposer à la guerre. C'est vrai, messieurs, j'abhorre la guerre. Serais-je le seul que je m'opposerais tout de même à la guerre? Je suis avec tous ceux qui souffrent et se battent où qu'ils soient. Pour moi, le drapeau sous lequel ils sont nés, ou l'endroit où ils vivent ne fait aucune différence. Fin de citation. Le jury condamna Debs, qui s'adressa au juge avant la lecture de la sentence. Votre honneur, cela fait des années que j'ai reconnu ma parenté avec tous les êtres humains. J'ai accepté l'idée que je n'étais pas meilleur que le plus humble d'entre eux. Je disais alors, et je le répète aujourd'hui, que tant qu'il existera une classe défavorisée, j'en serai. Un élément criminel, j'en serai. Et tant qu'il y aura un homme en prison, je ne serai pas libre. Le juge s'emporta contre ceux qui voulaient ôter le glaive de la main de cette nation, alors qu'elle est engagée dans sa propre défense contre une puissance brutale et étrangère. Il condamna Debs à 10 ans de prison. Le recours en appel de Debs ne fut examiné par la Cour suprême qu'en 1919. La guerre était alors finie. Olivier Wendell Holmes, au nom de la Cour unanime, confirma la condamnation. Holmes évoqua le discours de Debs. Il exprima ensuite son opposition au militarisme prussien en des termes qui, naturellement, laissaient entendre que l'attitude des États-Unis était également visée. Fermez les guillemets. Holmes déclarait que Debs jouait de l'opposition traditionnelle entre capitalistes et travailleurs, insinuant, tout du long, que les travailleurs n'étaient pas concernés par la guerre. Pour finir,
Holmes jugeait que le discours de Debs avait pour effet évident et prémédité de faire obstruction au recrutement militaire. Debs fut d'abord interné au pénitencier de l'État de Virginie occidentale, avant de rejoindre le pénitencier fédéral d'Atlanta, où il passa 32 mois avant d'être gracié. En 1921, à l'âge de 66 ans, par le président Harding. 900 personnes environ furent emprisonnées pour violation de la loi sur l'espionnage. Cette opposition substantielle était autant que possible dissimulée aux yeux de l'opinion publique. En revanche, le sentiment patriotique était exalté à grand renfort de fanfares militaires et de drapeaux. Les projecteurs pointaient sur les foules acquérant des titres de guerre et sur l'acceptation par la majorité des Américains de l'incorporation et de la guerre. Cette acceptation ne fut pourtant acquise que par l'intimidation et par le biais d'opérations de relations publiques bien montées, grâce à la mobilisation de tous les moyens du gouvernement fédéral, soutenus par l'argent des milieux d'affaires. L'ampleur même de cette campagne pour décourager l'opposition en dit long sur la spontanéité entre guillemets du sentiment populaire favorable à la guerre. Les journaux participèrent à cette opération d'intimidation. En avril 1917, le New York Times citait Elihu Root, ancien secrétaire d'État à la guerre et alors avocat d'affaires, qui déclarait « L'heure n'est plus aux critiques ». Quelques mois plus tard, le même journal citait à nouveau Root. « Il y a en ce moment même, dans les rues, des hommes qui pourraient bien être arrêtés demain à l'aube et fusillés pour trahison. » Fin de citation. À la même époque, devant les membres du Harvard Club, Theodore Roosevelt qualifiait les socialistes, l'IWW et tous ceux qui voulaient la paix de ramassis de créatures asexuées. À l'été 1917, l'American Defense Society voyait le jour. Selon le Herald de New York, plus d'une centaine d'hommes se sont engagés hier dans la patrouille américaine de sécurité sous l'égide de l'American Defense Society. Cette patrouille a pour mission de faire taire les propos séditieux qu'on entend dans nos rues. Le département à la justice parraina une American Protective League qui comptait en juin 1917 des unités dans 60 villes et villages et rassemblait près de 100 000 membres. La presse soulignait que les responsables en étaient bien souvent les hommes les plus éminents de leur communauté, banquiers, directeurs de chemin de fer, hôteliers. Une étude menée sur cette American Protective League en décrit les méthodes. Le courrier est supposé être sacré. Pourtant, l'American Protective League fut bien souvent étrangement clairvoyante à propos des lettres rédigées par les suspects. Entrer par effraction au domicile ou sur le lieu de travail d'un individu sans mandat de perquisition est considéré d'ordinaire comme un cambriolage. Pourtant, la Ligue a fait cela des milliers de fois, sans être le moins du monde inquiété. Cette American Protective League se targuait d'avoir révélé 3 millions de cas de trahison. Même si ces chiffres sont exagérés, l'importance et les moyens de la Ligue donnent une idée de l'ampleur de cette trahison entre guillemets. Les États mirent sur pied des milices de surveillance. La Commission de sécurité publique du Minnesota, instaurée par la loi, ferma les bars et les salles de cinéma, répertoria les terres appartenant à des étrangers, assura la promotion des titres de guerre et mit à l'épreuve la loyauté des citoyens. Le Journal de Minneapolis publia un appel de la commission demandant à tous les patriotes de se joindre à l'éradication des activités et opinions séditieuses et anti-conscription. La presse nationale coopéra dans une très large mesure avec le gouvernement. À l'été 1917, le New York Times fit paraître un éditorial qui rappelait qu'il était du devoir de tout bon citoyen de communiquer aux autorités concernées toute manifestation de déloyauté dont il pourrait avoir connaissance. Quant au Literary Digest, il demandait à ses lecteurs de noter et de lui envoyer toute publication qui leur semblerait séditieuse ou traître à la nation. Le comité Creel sur l'information publique affirmait que les gens devaient dénoncer au département, à la justice, tout homme qui se répandrait en discours pessimistes. En 1918, le ministre de la Justice se félicitait. On peut dire, sans peur de se tromper, que jamais dans toute son histoire ce pays n'aura été aussi parfaitement surveillé. Pourquoi une telle dépense d'énergie ? Le 1er août 1917, le Herald de New York révélait que 90 des 100 premiers Américains incorporés demandaient à être exemptés. Dans le Minnesota, les gros titres du journal de Minneapolis des 6 et 7 août de la même année affirmaient que l'opposition à l'incorporation s'était étendue rapidement à tout l'État et que les conscrits donnaient de fausses adresses. En Floride, 2 ouvriers agricoles noirs s'enfuirent dans les bois avec un fusil et se mutilèrent pour échapper à l'incorporation. L'un se fit sauter 4 doigts et l'autre se tira dans le bras à la hauteur du coude. Le sénateur de Géorgie, Thomas Hardwick, déclara que, indubitablement, des milliers d'individus refusaient que l'on applique la loi sur la conscription et de nombreux rassemblements massifs contre cette loi avaient eu lieu partout à travers l'État. Finalement,
Plus de 330 000 hommes échappèrent à la conscription. En Oklahoma, le Parti socialiste et l'IWW avaient été très actifs auprès des fermiers et des métayers qui formaient un syndicat de la classe ouvrière. Lors d'une réunion de ce syndicat, on projeta de détruire un pont de chemin de fer et de couper les lignes de télégraphe afin de faire cesser l'enrôlement. On envisagea également d'organiser une marche sur Washington, appelée la rébellion du maïs vert, parce qu'il était prévu d'en manger tout au long du parcours, en soutien à tous les objecteurs du pays. Avant même que le syndicat ait pu mener ses projets à terme, ses dirigeants furent arrêtés et 450 personnes se retrouvèrent au pénitencier de l'État pour rébellion. Les leaders se virent infliger de 3 à 10 ans d'emprisonnement et les autres des peines allant de 2 mois à 3 ans. Le 1er juillet 1917, les radicaux organisèrent un défilé dans les rues de Boston pour protester contre la guerre. Ils brandissaient des bannières portant les inscriptions suivantes. Si c'est une guerre populaire, pourquoi la conscription? Qui a volé Panama? Qui a écrasé Haïti? Nous voulons la paix. Le Call de New York relata que 8000 personnes avaient défilé ce jour-là, dont 4000 membres du Central Labor Union, 2000 autres des organisations socialistes lettonnes, 1500 lituaniens, des juifs membres des syndicats de la confection, ainsi que d'autres organisations liées au parti. Sur ordre de leurs supérieurs, les soldats s'en prirent au défilé. Le département des postes et télécommunications se mit à refuser aux journaux qui publiaient des articles pacifistes les avantages postaux habituellement concédés à la presse. The Masses, une revue socialiste consacrée à la politique, à la littérature et aux arts, ne fut plus acheminée par la poste. À l'été 1917, elle avait publié un éditorial signé Max Eastman, qui demandait entre autres choses « Pour quelles raisons particulières nous embarquez-vous, nous et nos fils, pour l'Europe ? Pour ma part, je ne reconnais pas au gouvernement le droit de m'enrôler dans une guerre à laquelle je ne crois pas. » À Los Angeles, on pouvait voir un film sur la Révolution américaine qui évoquait les atrocités commises par les Britanniques à l'égard des colons. Le film s'intitulait « L'esprit de 76 ». Le réalisateur fut poursuivi au nom de la loi sur l'espionnage, au motif que son film, selon le juge, mettait en cause la bonne foi de notre allié, la Grande-Bretagne. Il fut condamné à 10 ans d'emprisonnement. Dans une petite ville du Dakota du Sud, Fred Fairchild, fermier et socialiste, fut accusé d'avoir déclaré au cours d'une discussion sur la guerre « Si j'avais l'âge d'être enrôlé et que je n'avais pas de famille, je refuserais de servir. Il pourrait me tuer, mais il ne m'obligerait pas à me battre. » Il fut jugé pour atteinte à la loi sur l'espionnage et condamné à 1 an et 1 jour d'emprisonnement au pénitencier de Leavenworth. Ce scénario se répéta près de 200 000 fois. Nombre total des condamnations pour atteinte à la loi sur l'espionnage. Près de 65 000 personnes se déclarèrent objecteurs de conscience et demandèrent à effectuer un service civil. Dans les bases où ils furent affectés, ils se virent souvent traités avec une brutalité proche du sadisme. Quant à ceux qui furent envoyés au pénitencier de Fort Riley, dans le Kansas, pour avoir absolument refusé de servir, ils étaient entraînés, l'un après l'autre, dans un couloir de la prison. Là, une corde de chanvre attachée à un barreau de la plus haute coursive leur était passée autour du cou, et on les soulevait jusqu'à ce qu'ils fussent sur le point de s'évanouir. Pendant ce temps, les gardiens les frappaient aux chevilles et aux tibias. Après les avoir descendus, on leur passait la corde sous les bras, et on les ressoulevait aussitôt. Ensuite, on les aspergeait à la lance à incendie, jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent tout à fait. Les écoles et les universités décourageaient toute opposition à la guerre. À la Columbia University, de John McKean Cattell, un psychologue qui avait toujours critiqué le contrôle exercé par le conseil d'université et qui s'opposait à la guerre, fut licencié. Une semaine plus tard, en signe de protestation, le célèbre historien Charles Beard démissionnait de la Columbia University, accusant le conseil de l'établissement d'être réactionnaire et étroit d'esprit en matière politique et borné et moyenâgeux en matière de religion. Au Congrès, rares étaient les voix qui s'élevaient contre la guerre. La première femme élue à la Chambre des représentants, Janet Rankin, ne répondit pas à l'appel de son nom lors du vote pour ratifier la déclaration de guerre. L'un des plus anciens politiciens de la Chambre, belliciste acharné, se dirigea vers elle pour lui souffler à l'oreille. « Ma petite dame, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas voter. Vous représentez les femmes de ce pays. » Au tour suivant, elle se leva à l'appel de son nom et déclara « Je suis avec mon pays, mais je ne voterai pas pour la guerre. Je vote non. » Une chanson populaire de l'époque s'intitulait « Je n'ai pas élevé mon fils pour en faire un soldat. » Mais les chansons que l'on entendait le plus souvent s'intitulaient « Là-bas, notre bon vieux drapeau, où Johnny s'en va en guerre. » En juillet 1917, au cours d'un rassemblement qui se tenait dans le Dakota du Nord, la socialiste Kate Richards O'Hare s'étonnait que l'on considérât apparemment les femmes américaines ni plus ni moins comme des pondeuses vouées à élever des enfants qui seraient plus tard envoyés à l'armée et transformés en engrais.
Elle fut arrêtée, jugée et condamnée à 5 ans d'emprisonnement au pénitencier de l'État du Missouri. Elle continua pourtant à se battre en prison. Lorsqu'elle protesta, avec ses camarades emprisonnés, contre le manque d'air dû à la fermeture permanente des fenêtres, elle fut traînée dans le couloir et rouée de coups par les gardiens. Au moment où elle était expulsée de sa cellule, elle jeta le livre de poèmes qu'elle tenait à la main sur la fenêtre, qui se brisa, laissant enfin pénétrer l'air frais du dehors. Ses camarades de cellule lui firent une ovation. Emma Goldman et son compagnon anarchiste Alexander Berkman, qui avait déjà été emprisonné pendant 14 ans en Pennsylvanie, furent également condamnés pour s'être opposés à la conscription. Emma déclara au jury « Étant donné le manque de démocratie, aux États-Unis, comment pouvons-nous prétendre l'apporter au reste du monde ? Une démocratie conçue dans l'asservissement militaire des masses, dans leur esclavage économique, et qui se nourrit de larmes et de sang, n'est pas une démocratie, c'est du despotisme, le fruit d'une série d'abus que le peuple, selon ce dangereux document, qu'est la Déclaration d'indépendance, est en droit d'abolir. » Le journal de l'IWW, Industrial Worker, annonçait juste avant la déclaration de guerre « Capitalistes des États-Unis, nous nous battrons contre vous, et certes pas pour vous. Conscription, il n'est pas une force au monde qui puisse contraindre la classe ouvrière à se battre si elle ne le veut pas. » Dans son histoire de l'IWW, Philip Foner affirme que cette organisation n'était pas aussi engagée dans son opposition à la guerre que les socialistes. Fataliste, l'IWW considère en effet la guerre comme inévitable. Les Wobblies pensaient en outre que seule la victoire dans le cadre de la lutte des classes, seuls des changements révolutionnaires pourraient y mettre fin. Néanmoins, la guerre offrit au gouvernement l'occasion de se débarrasser de l'IWW. Au début du mois de septembre 1917, les agents du département à la justice intervinrent dans 48 réunions organisées par l'IWW, emportant la correspondance et les publications qui allaient servir plus tard de pièces à conviction lors des procès. Courant septembre, 65 responsables de l'IWW furent arrêtés pour conspiration visant à empêcher l'incorporation, incitation à la désertion et pratique d'intimidation dans les conflits sociaux. On jugea 101 membres de l'IWW en avril 1918. Il s'agissait alors du plus long procès de toute l'histoire des États-Unis, 5 mois. John Reed, l'écrivain socialiste, qui revenait juste de son expédition en Russie pendant la révolution bolchevique, 10 jours qui ébranlèrent le monde, couvrit le procès pour le magazine The Masses, et décrivit les accusés en ces termes. « Je doute qu'on n'ait jamais rien vu de tel dans toute l'histoire. La réunion de 101 bûcherons, ouvriers agricoles, mineurs, journalistes, qui pensent que les richesses de la terre appartiennent à celui qui les crée. Autrement dit, aux carrieurs, aux abatteurs d'arbres, aux dockers, à tous ces gars qui font le dur boulot. » Les membres de l'IWW utilisèrent ce procès comme une tribune pour exposer leurs actions et leurs idées. Parmi les 61 Wobblies qui prirent la parole, on retrouvait Big Bill Haywood, qui témoigna durant 3 jours. Un autre déclara à la cour « Vous voulez savoir pourquoi l'IWW n'a pas de sentiment patriotique vis-à-vis des États-Unis quand vous êtes un clochard, sans même une couverture, quand vous avez dû quitter femmes et enfants pour aller chercher du travail dans l'Ouest, et que vous ne savez plus depuis où il se trouve. Quand vous n'avez jamais pu conserver un travail assez longtemps pour obtenir le droit de vote, quand vous êtes obligé de dormir dans un dortoir crasseux et sombre et que vous devez vous satisfaire de la nourriture pourrie qu'on veut vous y donner, quand les policiers trouvent vos gamelles en tirant dessus et renversent votre brouet par terre, quand votre salaire est amputé chaque fois que le patron estime qu'il doit le faire, quand il y a une loi pour les riches et une autre pour les pauvres, quand tous ceux qui représentent la loi, l'ordre et la nation vous oppriment en permanence et vous envoient en prison sous les applaudissements et les encouragements de tous les bons chrétiens. Comment pouvez-vous espérer que l'on soit patriote ? Cette guerre est une affaire de gros sous, et nous ne voyons pas pourquoi nous devrions y aller et nous faire tuer pour défendre la merveilleuse situation dont nous jouissons de nos jours. Ils furent tous déclarés coupables. Le juge condamna Haywood à 14 ans de prison, d'autres à 20 ans. 33 accusés en prirent pour 10 ans. Et il y eut également quelques peines moins lourdes. Le total des amendes s'élevait à 2,5 millions de dollars. L'IWW fut anéanti. Haywood paya la caution et partit pour la Russie révolutionnaire, et il mourut 10 ans plus tard. La guerre prit fin en novembre 1918. 50 000 soldats américains y avaient perdu la vie. Il ne fallut pas attendre longtemps pour que s'installe, même chez les plus patriotes, la désillusion et l'amertume. La littérature publiée au cours de la décennie suivante reflète bien souvent cet état d'esprit. Dans son roman « L'an premier du siècle », John Dos Passos évoque la mort de John Doe, à la morgue de campagne de Chalon-sur-Marne. Dans les relents de chlorure, de chaux et de mort, ils choisirent la boîte en pain contenant tout ce qui restait de John Doe. Des fragments de viscères et de peau desséchée collés au tissu kaki.
Ils l'emportèrent à Chalon-sur-Marne et le déposèrent proprement dans un cercueil en pin et le ramenèrent sur un navire de guerre au pays bien-aimé de Dieu. Et il fut enterré dans un sarcophage au mémorial amphithéâtre du cimetière national d'Arlington, et la bannière étoilée le recouvrait, et le clairon y alla de sa petite musique, et M. Harding pria Dieu. Et les diplomates, les généraux, les amiraux, les gros bonnets, les politiciens et les belles dames, tout droit sortis des rubriques mondaines du Washington Post, se dressèrent solennellement et pensèrent combien il était beau et triste de regarder la bannière étoilée du pays de Dieu, pendant que le clairon sonnait, et qu'éclataient à leurs oreilles les 3 salves. Là où aurait dû se trouver sa poitrine, ils épinglèrent la médaille du Congrès. Ernest Hemingway écrivit son Adieu aux armes. Quelques années plus tard, un étudiant nommé Irving Shaw écrivit une pièce intitulée Bury the Dead. Et un scénariste hollywoodien, Dalton Trumbo, Johnny s'en va en guerre. Roman pacifiste aussi émouvant qu'éprouvant, autour d'un corps affreusement mutilé, dont seul le cerveau est sorti indemne du champ de bataille. Quant à Ford Madox Ford, il écrivit No More Parades. Après la guerre, et malgré les emprisonnements, les tentatives d'intimidation et les efforts fournis pour construire l'unité nationale pendant le conflit, les hommes en place continuèrent d'avoir peur du socialisme. Il semble qu'il devint à nouveau nécessaire d'user de la double tactique classique de maintien de l'ordre face aux défis révolutionnaires, la réforme et la répression. La réforme était préconisée par George L. Ricord, un ami du président Wilson, qui lui écrivait au début de 1919 qu'il fallait agir pour plus de démocratie économique afin de contrer la menace socialiste. Ricord conseillait à Wilson de devenir le véritable leader des forces radicales américaines et de proposer au pays un programme constructif de réformes fondamentales, véritable alternative au programme présenté par les socialistes et les bolcheviks. Fermez les guillemets. Cet été-là, le conseiller de Wilson, Joseph Tumulty, lui rappelait combien le conflit entre démocrates et républicains avait peu d'importance en regard de ce qui menaçait les deux partis. Ce qui s'est produit à Washington hier soir lors de la tentative d'assassinat contre le ministre de la Justice n'est qu'un symptôme de la terrible agitation qui secoue tout le pays. En tant que démocrate, je serais désolé de voir le parti républicain reprendre le pouvoir, mais ce n'est pas tant cela qui nous inquiète que de voir à quel point grandit de jour en jour et sous nos yeux un mouvement qui, à moins d'être réprimé, s'exprimera nécessairement par des attaques contre tout ce que nous chérissons le plus. En cette période d'agitation industrielle et sociale, les deux partis connaissent un total discrédit auprès du citoyen moyen. Ce qui s'était produit à Washington la veille, c'était l'explosion d'une bombe devant le domicile du ministre de la Justice de Wilson, A. Mitchell Palmer. 6 mois plus tard, Palmer opérait la première de ces rafles massives chez les étrangers, c'est-à-dire chez les immigrants qui n'étaient pas citoyens. Une loi avait été votée par le Congrès peu avant la fin de la guerre. Elle préconisait la déportation des étrangers qui s'opposaient aux décisions de gouvernement ou qui prônaient la disparition de la propriété privée. Le 21 décembre 1919, les hommes de Palmer arrêtèrent 249 étrangers d'origine russe, parmi lesquels Emma Goldman et Alexander Berkman. Les embarquèrent sur un navire et les expulsèrent vers ce qui était désormais la Russie soviétique. La Constitution n'autorisait pas le Congrès à expulser des étrangers, mais la Cour suprême avait décrété en 1892, en confirmant l'expulsion par le Congrès de ressortissants chinois, que pour des raisons de sécurité intérieure, le gouvernement avait le droit, naturel en quelque sorte, de le faire. En janvier 1920, 4000 personnes furent arrêtées sur l'ensemble du territoire américain, emprisonnées pendant une longue période, gardées au secret et, pour finir, déportées. À Boston, les agents du département à la justice, avec l'aide de la police locale, arrêtèrent 600 personnes au cours de réunions publiques ou à leur domicile au petit matin. Un juge fédéral relativement mal à l'aise décrit ainsi le processus. Des peines furent appliquées afin de donner une visibilité spectaculaire à l'opération et pour faire penser qu'il existait réellement un danger grave et imminent. Les étrangers arrêtés étaient le plus souvent des travailleurs parfaitement calmes et inoffensifs, d'anciens paysans russes miséreux pour la plupart. Ils furent menottés 2 par 2 puis enchaînés et traînés à travers les rues de la ville pour rejoindre le train qui devait les déporter. Au printemps 1920, un ouvrier imprimeur anarchiste nommé Andrea Solcedo était arrêté à New York par les agents du FBI et retenu pendant 6 semaines dans les bureaux de cet organisme au 14e étage du Park Row Building. Toute communication avec sa famille, ses amis ou des avocats lui fut interdite. Un jour, on retrouva son corps écrasé sur le trottoir au pied de l'immeuble. Selon le bureau fédéral, Solcedo s'était jeté par la fenêtre. Après sa mort, 2 de ses amis anarchistes qui travaillaient à la périphérie de Boston décidèrent de porter une arme. Arrêtés dans un tramway de Brockton, dans le Massachusetts, ils furent accusés d'être les auteurs d'un hold-up
et d'un meurtre commis 2 semaines plus tôt dans une usine de chaussures. Ces 2 hommes étaient Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti. Ils furent jugés et reconnus coupables. Ils passèrent 7 années en prison pendant lesquelles leur cas souleva l'indignation internationale. Les comptes rendus du procès et les circonstances dans lesquelles il eut lieu laissaient supposer que Sacco et Vanzetti avaient été condamnés à mort parce qu'étrangers et anarchistes. En août 1927, pendant que la police dispersait les manifestants à grands coups de matraque et procédait à des arrestations, Sacco et Vanzetti passaient sur la chaise électrique dans une prison sous haute protection militaire. Le dernier message de Sacco à son fils, Dante, s'adressait également, dans un anglais laborieux, à des millions d'autres personnes pour les années à venir. Fils, au lieu de pleurer, sois fort pour être capable de consoler ta mère. Emmène-la faire une grande promenade dans la campagne pour ramasser des fleurs sauvages. Mais souviens-toi toujours, Dante, dans le jeu du bonheur, il ne faut pas garder tout pour soi. Aide les persécutés et les victimes parce que ce sont tes meilleurs amis. Dans cette lutte qu'est la vie, plus tu aimeras, plus tu seras aimé. On avait fait des réformes. On avait invoqué la ferveur patriotique et guerrière. Les tribunaux et les prisons avaient servi à convaincre les gens que certains idéaux et certains modes de résistance ne sauraient être tolérés. Et pourtant, du fond même des cellules des condamnés, le message continuait de passer. La guerre de classe se poursuivait dans cette prétendue société sans classe qu'étaient les États-Unis. Et en effet, tout au long des années 1920 et 1930, la guerre de classe continua.